Bonjour, ici c'est Erin Cox, physiothérapeute. Je vais vous parler de la neurologie et la vascularisation de la main maintenant. Je vais partager l'écran avec vous. Et voilà. Donc la neurologie, si vous avez la version papier du manuel théorique 2, c'est autour de page 200 à 202. Donc, selon la loi de Hilton, l'innervation articulaire spécifique du doigt et de la main est assurée par le même nerf qui innerve la peau et les muscles qui agissent sur cette articulation. Donc, le nerf médian, les racines donc, de C5 à T1, au niveau moteur, les fléchisseurs du pouce et du poignet, sauf que le fléchisseur ulnaire du cap et le fléchisseur profond des doigts, quatrième, cinquième. Donc, dans le fond, le moteur médian, ils vont énerver plus le côté radial et non pas le côté ulnaire. Ça va aussi inclure les deux lombricaux radial et court fléchisseur du pouce, le chef superficiel et les autres muscles ténors. Donc, ici, on voit le nerf médian, puis qui passe ici, puis ça passe dans le tunnel carpien aussi. Puis au niveau sensoriel, ça va énerver le pouce, l'index majeur, puis la moitié de notre quatrième doigt, puis aussi du côté dorsal, jusqu'à à peu près le phalange, interphalange distale. On a des zones clés, puis ils disent que c'est le bout de l'index ou le deuxième doigt. Le nerf ulnaire, donc les racines sont plutôt C8, T1, peut-être un peu de C7 aussi. Le moteur, c'est les petits muscles de la main, sauf les deux lombricaux radiales, parce qu'eux sont énervés par le nerf médian. Les muscles hypoténaires, puis le fléchisseur ulnaire du cap et le fléchisseur profond des doigts, le quatrième et cinquième. Donc, ulnaire plus du côté ulnaire. Le court fléchisseur du pouce, mais le chef profond. Et le adducteur du pouce. Donc, ça, c'est la partie qui est un peu difficile à se rappeler parce que malgré eux sont positionnés du côté radial de la main, il y a quand même une petite branche qui se dirige vers le côté radial, vers le pouce. Donc, le nerf ulnaire va énerver l'adducteur du pouce ainsi que le chef profond de notre court fléchisseur du pouce qui fait partie de notre éminence ténor. Ici, on voit le nerf, puis on va plus voir l'interface au niveau du coude dans la section coude. Puis n'oublie pas, une interface, c'est la fléchisseur ulnaire du carpe. Hein, parce que des fois, on a beaucoup de tension ici qui peuvent faire avoir un effet sur le nerf. Ensuite, on voit qui ça passe pas en dessous, c'est pas dans le tunnel carpien, mais il passe aussi une petite branche dans la partie du tunnel Guillon. Euh, donc là, pour le sensoriel, on voit que c'est le côté médial, le côté ulnaire de la main, face palmaire et dorsale, donc le petit doigt, puis la moitié de notre quatrième doigt. Puis la partie clé, c'est au bout du cinquième doigt. Le nerf radial, les racines sont C5 à C8, un peu de T1. Moteur, c'est les longues et courtes extenseurs du poignet, les extenseurs du pouce, les abducteurs du pouce et le supinateur. Donc, on voit bien ici la partie sensorielle. Donc, ici, la main, le web space ici. Donc, les zones importantes, justement, c'est le web space. Juste à lire aussi l'innervation motrice, ça, vous pourrez lire vous-même. Je viens de le dire, mais juste pour les examens, il faut bien, bien savoir ça. Donc ici, l'innervation périphérique, tout ensemble. On a ici le nerf cutané latéral, puis ensuite médian, puis ici ulnaire, qui sont de face palmaire. Ici, on a le médial cutané,
Puis face dorsale, on a ici le nerf radial, le médian qui va faire la partie dorsale entre le bout des doigts puis les phalanges distales. Puis ici, la partie, est-ce que j'ai dit radial ici? Ça, c'est le médian. Puis ça, c'est le radial et ulnaire, parce que ulnaire va faire face palmaire et dorsale. Les régions plus spécifiques, comme j'ai dit, l'extrémité du deuxième doigt, c'est le nerf médian. Nerf ulnaire, c'est l'extrémité du cinquième doigt. Puis le nerf radial, espace interdigital dorsal, qui est le web space en anglais. Au niveau distribution cervicale, donc les racines, c'est un peu différent. Le C6, c'est la région ténère, le pouce est le deuxième doigt. Vous avez déjà eu l'article, je crois, de Rainville. Puis là, il parle de côté radial de notre radius distal. C7, c'est le mi-paume, puis le doigt troisième, entre autres. Puis les régions hypoténaires des doigts 4 et 5. Puis ici, on voit ça au niveau des racines plutôt. C'est 6, 7 et 8. Donc 6, la zone clé ici, ou le 7, souvent on part de notre troisième, puis le huitième. Ça peut être aussi voir les deux ensemble pour les différentes distributions. Et ça, c'est les racines, puis ça, c'est les nerfs périphériques. Innervation de la préhension. Préhension de puissance. Le nerf ulnaire est plus impliqué avec la préhension de précision. Le nerf médian, la préhension de puissance, c'est le nerf ulnaire. La préhension de précision, c'est le nerf médian. Puis la stabilisation proximale, c'est le nerf radial, parce que ça prend une certaine extension. Hein? Donc, quelques degrés, 30 degrés d'extension, puis avoir la puissance au niveau des doigts. Donc, c'est important que le nerf radial fonctionne bien pour pouvoir donner cette stabilisation au niveau de l'avant-bras et le poignet. Au niveau de la vascularisation, on a les arches ici de vascularisation. Donc, on a l'artère ulnaire et l'artère radiale. Puis l'arche ici, on a une arche superficielle et profonde. Les branches de l'artère radiale et ulnaire et interosseuse irriguent le poignet de la main. Zone vasculaire cliniquement significative, vulnérabilité du scaphoïde et lunatome. Le scaphoïde peut avoir un problème d'ostéonécrose post-fracture. Le lunatome, c'est l'ostéonécrose avec la maladie de Kienbock. Donc, c'est la fracture du scaphoïde, c'est parce que la vascularisation, ça rentre plus en distal en premier, puis ça retourne. Donc là, il y a moins de vascularisation au pôle proximal. On voit ici comment ça va de distal vers le proximal. Donc, s'il y a une fracture mi-scaphoïde, mais là, le pôle proximal n'a plus de vascularisation. Ici, on voit en termes radiographiques une fracture. Donc, fracture du scaphoïde, l'enjeu est important. Une fracture passe inaperçue et non traitée pendant 1 mois, expose à un risque de non-consolidation de 40% des cas. Ce risque n'est que 0 à 5% lorsque la fracture a été immobilisée à temps. Bon, souvent, ils vont juste immobiliser, même selon le mécanisme de blessure. Parce que parfois, ça prend soit un scan ou une deuxième radio 4 semaines plus tard pour mettre en évidence une fracture. Donc, juste pour augmenter les chances que ça va bien guérir, ils vont faire une immobilisation tout de suite. Donc, mieux vaut ne pas hésiter à immobiliser le poignet à sa première radio et normale en attendant la 2e à 3e semaine plus tard, mais scintigraphie sera mieux. Vascularisation de lunatome, vous voyez, c'est un peu comme un watershed. Donc là, il n'y a pas vraiment de vascularisation directe. Donc, ils peuvent avoir une nécrose vasculaire de lunatome. Là, plus en blanc ou ici, plus en noir pour un IRM. Ça se passe un peu plus souvent chez les hommes.
Tableau clinique, habituellement, jeune adulte, 18 à 14 ans. Ratio homme-femme, c'est 7 pour 1, 7 hommes versus une femme. Douleur localisée. Puis ça que vous allez voir en clinique, s'il y a un problème au niveau des carpes, des os du carpe, mais c'est assez précis et localisé en termes de douleur. S'il rapporte une douleur plus vague, c'est à ce moment-là, vous pouvez penser plus à quelque chose d'une douleur référée. Il va y avoir aussi une diminution d'amplitude articulaire au niveau du poignet et diminution de force de préhension avec douleur. Donc, les causes, prise de cortisone, certaines maladies sanguines et auto-immunes ou touchant le pancréas, microtraumas répétés, exemple les marteaux piqueurs ou fractures. Traitement, prothèse, arthrodèse ou greffe, donc parfois il faut qu'ils fusionnent ou même faire une greffe. Et nouveau traitement de la maladie Steinbach avancé, remplacement du sémilunaire par un greffon cartilagineux costal. Moi-même, j'ai jamais vu ça en clinique. Et voilà, merci.